Nous entrons donc dans le sujet et je me tourne vers Laure Ducos, car il n'est pas fréquent d'avoir la présence d'une ONG dans une enceinte agricole, qui plus est Greenpeace. Alors, dans quel état d'esprit abordez-vous ces échanges ? Bonjour. Eh bien, tout d'abord, merci pour l'invitation. Parce qu'effectivement, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de discuter avec les agriculteurs, même si en réalité, on le fait relativement souvent quand on est assez proche de certaines structures agricoles comme les CIVAM, la FNAB ou la Confédération paysanne. Donc, on a quand même beaucoup d'échanges avec ce monde agricole, mais pas du côté des producteurs de pommes de terre en particulier. Donc, merci pour l'invitation. Et j'aborde cette table ronde avec une certaine ouverture d'esprit. On est ravis d'être là, on est ravis de pouvoir échanger. On pense sincèrement que nous n'arriverons à faire évoluer les pratiques, que ce soit du point de vue du consommateur, des politiques ou du milieu agricole, du milieu professionnel, qu'en dialoguant, en arrivant à échanger sur les différents points de vue. Donc c'est très important qu'il y ait ce type de table ronde, donc merci pour cela. Et bien entendu, je tiens à le dire tout de suite parce que on a une certaine expérience du dialogue avec le monde agricole et je sais qu'il y a un fort besoin de reconnaissance et qui parfois n'est pas nourri par ce qui peut être lu, vu dans les médias, etc. Donc j'en profite pour souligner l'importance, souligner la reconnaissance que les associations ont, que le monde citoyen, que la société civile a, de la société, de la profession agricole et de tous les efforts qui sont faits. Voilà, je voulais vraiment reconnaître tous les efforts qui sont faits pour aller dans le bon sens. On sait qu'il y a une vraie volonté de la part du monde agricole d'avancer, même si bien entendu nous sommes là en tant que lanceurs d'alerte et donc pour pointer du doigt ce qui ne va pas ou ce qui n'avance pas assez vite selon nous. Alors, vers qui lancez-vous les alertes? Avec qui travaillez-vous en particulier? Alors, on travaille avec différents types d'acteurs. On travaille auprès des citoyens et des citoyennes, bien entendu. On fait beaucoup de sensibilisation, notamment avec un réseau militant sur tout le territoire. On travaille aussi auprès des représentants politiques pour faire avancer les réglementations, les lois, dans le sens de la protection de l'environnement, de la protection de la santé, mais aussi parfois pour lever des verrous techniques ou pour avancer sur la question des labels et de la certification. Et enfin, on travaille auprès des acteurs économiques, bien évidemment, puisque nous sommes en discussion, nous avons des échanges avec de nombreuses interprofessions dans le milieu agricole, et notamment, au-delà des interprofessions, on discute avec toute la grande distribution. Voilà, ça fait maintenant 6 ans que nous avons des échanges sur la réduction des pesticides avec l'ensemble des grandes enseignes. Alors, que faites-vous précisément auprès des enseignes ? Plus précisément, nous avons lancé il y a quelques années une campagne que l'on a appelée la course zéro pesticide. L'idée étant de demander à la grande distribution de soutenir les efforts réalisés par les producteurs et les productrices dans la réduction de l'usage des phytos. C'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas facile de changer de pratique, que les producteurs et les productrices prennent des risques pour cela, des risques financiers, des risques de perte de récolte, et que s'il n'y a pas un soutien derrière des acteurs économiques, ça peut être très difficile. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, ce n'est pas demander encore une fois des efforts aux agriculteurs, aux agricultrices seuls, mais vraiment que la grande distribution s'engage pour les soutenir financièrement en valorisant les prix d'achat, notamment pour intégrer les coûts de production lorsqu'il y a une amélioration des pratiques et notamment une réduction de l'usage des phytos, et également pour qu'il y ait du soutien, puisque quand on améliore ça vous le savez dans le milieu professionnel, mais quand on améliore les pratiques, souvent on est amené à intégrer de nouvelles techniques, à améliorer les rotations, à faire plus de rotations, à intégrer de nouvelles variétés, des légumes secs, etc., pour l'apport d'azote. Et la grande distribution peut constituer un débouché pour l'intégration de nouvelles cultures d'amélioration des pratiques. Alors justement, nous avons sur ce plateau une représentante de la grande distribution, Carrefour, pour ne pas le nommer. Jeanne Schutz, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous mettez en place, notamment cette démarche Act for Food ? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Je partage également, comme Laure, le bonheur d'être ici. Donc merci de l'invitation, de pouvoir enfin échanger aussi avec des gens du terrain, parce qu'en ce moment, avec la Covid-19, c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on met plein d'actions en place et qu'on n'a pas pu échanger directement avec la production. Donc merci pour ça. Effectivement, donc Act for Food, c'est une démarche qui a été mise en place en 2018 lors de l'arrivée de notre président Alexandre Bompard. Donc cette démarche, c'est Carrefour a l'ambition en fait de devenir le leader de la transition alimentaire. Donc c'est-à-dire de proposer une alimentation plus saine et qui soit accessible à tous.
Pour ça, donc, en amont, notre rôle est d'accompagner le producteur, comme le disait Laure, de lui donner les moyens d'améliorer cette production et d'aller vers une production plus saine. Et de l'autre côté, d'accompagner le consommateur dans ses habitudes alimentaires et le changement de ses habitudes alimentaires. Ce qui est important de savoir, c'est que cette démarche Act for Food, elle est inscrite dans les statuts de notre entreprise. Donc ça prouve bien en fait que c'est ce qui dicte toute la stratégie de Carrefour. Et cette démarche, elle est disons, constituée de plusieurs actes, dont l'acte numéro 3 qui est la suppression des pesticides. Donc ça montre bien l'envie de Carrefour et l'ambition en fait de supprimer d'une part les pesticides. Donc ça c'est ce que j'expliquerai après, c'est ce que l'on communique principalement. Mais derrière il y a aussi toute une gestion de l'impact de l'eau, des sols et également de la biodiversité. Donc vous êtes concerné par ce sujet, l'agroécologie, et vous travaillez avec des fournisseurs. Je me tourne vers Sébastien Lafaille. Vous avez créé une marque qui s'appelle Agrilogique chez Primeal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière cette marque? Oui, donc c'est une marque propre à Primeal qu'on a créée l'année dernière. Donc on a effectué le lancement des premiers produits l'année dernière. Donc l'objectif de cette marque, c'était de s'adresser à des consommateurs qui sont en attente de produits issus d'une agriculture plus vertueuse. Donc on a conçu cette démarche qui a pris quelques années, qui a abouti l'année dernière. Donc pour rentrer un peu dans la pratique, notre marque Agrilogique s'appuie sur 4 piliers, dont le premier est de favoriser la biodiversité sur les exploitations agricoles. On rentrera peut-être dans le détail peut-être un peu plus tard. Hein, voilà. Donc, succinctement, oui. Il est important dans cette démarche que nos agriculteurs entretiennent la biodiversité qui se trouve sur leur exploitation, la favorisent. Quand elle peut être présente dans les parcelles et qu'elle puisse être utile à nos cultures, qu'elle le soit. Hein. Donc ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier qui est d'importance majeure, c'est favoriser les techniques alternatives à la chimie. Donc ça demande de mettre en place tout un tas de pratiques alternatives. Donc la génétique en fait partie. Troisième pilier, c'est de favoriser des fertilisations organiques plutôt que chimiques. Donc c'est dans l'idée de nourrir d'abord le sol pour nourrir la plante. Donc ces cultures-là sont principalement fertilisées par des fertilisants organiques. Et le quatrième pilier, avec les objectifs qu'on se fixe en matière de réduction d'intrants, on a un volet très important sur l'agriculture de précision, qu'on met beaucoup en avant vis-à-vis de la technicité qu'utilisent nos agriculteurs. Donc dans ce volet-là, on mobilise beaucoup en pommes de terre les outils d'aide à la décision qu'on connaît bien, des technologies à base d'imagerie satellitaire, drones aussi, du binage de précision, enfin voilà, beaucoup de technologies qui nous permettent d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Alors, il y a donc juste pour finir, oui. Donc en fait cette démarche-là, elle nous permet de garantir l'absence de résidus de pesticides dans nos produits. Et tout récemment, elle vient d'obtenir la caution d'un grand nom de l'alimentation infantile qui s'appelle Blédina. Alors voilà, vous nous en dites déjà beaucoup, c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un fil rouge entre vous, c'est-à-dire que Greenpeace travaille avec Carrefour, Carrefour travaille avec Primeal, donc je dirais que c'est de bon augure pour le débat qui suit et les échanges que nous pouvons avoir. Alors je vous propose donc de passer en revue un certain nombre de questions. La première question serait, quelle est la demande du consommateur finalement? Est-ce que c'est une question d'usage, d'aspect du produit, de prix du produit ou de respect de l'environnement? Aude Aznar nous a donné quelques clés déjà. Alors Jeanne Schutz, pour vous, Carrefour, que constatez-vous? Quelles sont selon vous les aspirations du consommateur pour la pomme de terre, bien sûr? Bien sûr. Alors le projet agroécologie chez Carrefour, il a été initié en 2014. Et lors de cette initiation, il fallait décider des axes principaux de communication. Donc il y a des études consommateurs qui ont été réalisées et il a été identifié que notre première clé d'entrée est la santé du consommateur. Donc effectivement, il y a un certain nombre aujourd'hui d'études qui ont prouvé le lien de causalité
entre l'alimentation et la santé du consommateur, et il y est aujourd'hui très sensible. Donc ça, c'est la première clé d'entrée que l'on a identifiée. Et la deuxième, comme le disait bien Aude, il ne faut pas obliger que effectivement la pomme de terre se retrouve dans l'assiette, et le consommateur est de plus en plus sensible au gustatif de nos produits. Et c'est d'ailleurs chez Carrefour, avec la santé, dans notre deuxième ligne à suivre, c'est le gustatif énormément. Donc on y reviendra plus tard sur la sélection des variétés, mais c'est une des deuxièmes clés d'entrée. Donc pour résumer, en fait, le consommateur aujourd'hui, il veut un produit qui soit plus sain, voilà, bon pour sa santé, qui soit donc très gustatif et surtout à un prix bon marché, hein, puisqu'on le sait, le porte-monnaie est encore très présent, bien sûr, dans ses attentes. Et donc c'est ce qu'on propose en fait chez Carrefour avec nos marques filières, donc filière qualité Carrefour, FQC et Reflet de France. On propose des variétés, donc des produits gustatifs, le plus sain possible, donc vous verrez les efforts qu'on fait ensuite, et surtout au prix bon marché, pour le rendre accessible à tous. Alors Sébastien Lafaille, vous êtes commerçant, on l'a dit, vous travaillez pour les marques distributeurs, mais aussi vous avez votre propre marque. Comment jugez-vous ce critère du consommateur? Quels sont selon vous les critères de choix du consommateur? Je partage tout à fait les propos de Jeanne qui vient de mettre en lumière que voilà, on sent fortement que les consommateurs sont en recherche de produits plus sains à un prix qui doit être acceptable. C'est évident que tout le monde ne peut pas se payer le prix du bio, ou en tout cas tout le monde ne veut pas le faire. Pour autant, il est important quand même que le prix de ces produits qui sont plus vertueux, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, ils ont un certain coût qu'il faut intégrer dans leur prix. Mettre en place des techniques alternatives à la chimie, ça a un coût. Supprimer des interventions chimiques, ça a un risque qui n'est pas toujours couronné de succès. Donc à un moment donné, ces risques-là doivent se retrouver dans le prix. Donc il y a un juste prix il y a quand même un juste prix à trouver. Et le dernier point, aujourd'hui dans le marché de la pomme de terre, on ne fait pas l'impasse sur la qualité visuelle. C'est un critère qui a eu une importance essentielle dans le passé, qui en a toujours, et qui aujourd'hui peut être un frein à l'implantation de nouvelles variétés, parce qu'elles sont résistantes, parce qu'elles sont plus dormantes. Donc aujourd'hui, l'innovation, elle doit quand même passer par un produit d'aspect visuel parfait. Donc voilà déjà quelques critères. Je me tourne vers Laure Ducos. Comment conciliez-vous respect de l'environnement pour lequel vous militez et aussi le juste prix du consommateur, pour le consommateur? Comment faites-vous cette balance entre, on va dire, le consommateur et le citoyen? Oui, alors vous soulignez vous ressoulignez ce qu'a déjà dit Aude Aznard tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une différence entre la volonté du consommateur, ce qu'il souhaite faire et ce qui ressort dans les nombreux sondages, et l'acte d'achat. Et juste sur la question de la volonté, je voudrais aussi dire un mot sur le fait qu'il y a aussi une angoisse qui monte, qui est très profonde. Hein. Les citoyens et les citoyennes lisent de plus en plus, écoutent de plus en plus d'experts qu'on appelle les collapsologues. Ils s'inquiètent des questions d'effondrement. Ils se demandent vraiment, il y en a qui commencent à se poser la question de faire des enfants ou non pour le futur. Donc on sent qu'il y a une angoisse comme ça et un pessimisme montant qui n'arrange rien et qui en même temps renforce cette volonté d'aller vers du mieux manger. Sauf que concrètement, quand on se retrouve devant les produits avec des différences de prix, eh bien on se rend compte que l'acte d'achat reflète un choix dirigé d'abord vers le prix et vers l'origine plus que vers la qualité des produits. Donc ça, nous ce qu'on dit au sein de Greenpeace, c'est là on commence à avoir des réflexions de plus en plus sérieuses sur à la fois comment est-ce qu'on peut rémunérer les producteurs de façon juste. Et ça, c'est aussi une volonté du consommateur. On sait on le voit avec la marque C'est qui le patron? Pour le lait, par exemple, il y a un véritable engouement de la part des produits, de la part des consommateurs, parce qu'ils savent que un prix juste, un prix plus rémunérateur va être payé aux producteurs. Donc il y a ça. Mais il y a aussi cette volonté de devoir répondre à l'aide alimentaire croissante. C'est-à-dire que là, avec la crise, vous
vous connaissez les chiffres, hein, mais c'est plusieurs millions de personnes en plus qui se sont tournées vers l'aide alimentaire. Donc la situation est réellement catastrophique. Et donc il y a besoin de répondre à ça. Et ce n'est pas dans un contexte de telle crise économique que les consommateurs vont pouvoir aller plus facilement vers des produits plus chers qui pourtant ont besoin d'être mieux rémunérés. Donc là, il y a des réflexions qui ont cours en ce moment avec la Confédération paysanne, les CIVAM et d'autres organismes pour avoir des mécanismes qui permettent de soutenir aussi les citoyens, et notamment via il y a des processus qui commencent à être discutés comme la sécurité sociale alimentaire. Alors nous, on ne le soutient pas encore pleinement, mais ça fait partie des moyens d'action qui permettraient aussi de soutenir une évolution de l'offre, une évolution de la demande, pardon, et pas uniquement une évolution de l'offre, mais ça permettrait de mettre en adéquation les deux. Ça ferait partie des mécanismes qui pourraient aider ça. Ça voudrait dire aider le porte-monnaie des gens les plus démunis? Soutenir? Tout à fait. C'est ça. Alors dans la sécurité sociale alimentaire, il y a beaucoup de façons de la mettre en place différentes et il n'y a rien qui a été acté, tranché de la part des différentes organisations qui travaillent dessus. Il y a aussi des députés du groupe EDS, donc les anciens LREM, les dissidents LREM, qui travaillent actuellement sur une proposition de loi sur la sécurité sociale alimentaire, mais avec à chaque fois des avis divergents. Et donc il y en a qui considèrent qu'une sécurité sociale alimentaire devrait être universelle, donc pas uniquement adressée aux plus démunis, mais à tout le monde, avec un système de cotisation qui permet d'ajuster la question de l'équité sociale, donc de faire payer plus les plus riches et moins les plus pauvres, donc avec une redistribution de la richesse finalement. Et il y en a qui pensent qu'au contraire, ça ne devrait pas être universel et être uniquement vers les plus démunis. Sauf que ça pose question parce que on sait que l'aide alimentaire, quand elle est tournée, ou le système des chèques alimentaires, quand ils sont tournés vers les plus démunis, il y a aussi une vraie question de culpabilité, de honte. Il y a beaucoup de gens qui pourraient y avoir accès, qui ne veulent pas y avoir accès, parce que socialement, c'est très difficile à assumer. Donc il y a beaucoup de réflexions autour de ce sujet-là. Merci. Alors je me tourne vers Éric Falloux, en tant que citoyen d'abord et producteur de pommes de terre ensuite. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces échanges-là sur la demande du consommateur et puis cet équilibre entre le pilier environnemental et le pilier du consommateur, finalement, de la consommation? Qu'est-ce que ça vous inspire? Tout d'abord, à la question citoyen, je suis citoyen comme tout le monde et bien sûr réceptif à tous ces aspects environnementaux. Et en tant qu'agriculteur, dans la volonté de respecter et d'aller le plus loin possible, et d'améliorer au maximum mes pratiques. Alors juste par rapport à Laure Duclos, simplement dire que voilà, on est entre agriculteurs et ONG, on a un peu de mal à se comprendre et je dirais quelque part, dans votre présentation, vous l'avez redit, c'est que vous avez sectorisé une partie de l'agriculture qui vous semble plutôt de votre fait ou de vos idées par rapport à une autre. Et moi, je voudrais qu'on arrive à sauter ce pas-là, parce que, je vous l'ai dit, je suis citoyen, je suis agriculteur qui veut aller dans le sens, et je pense que tous les agriculteurs, le monde agricole et l'agriculture dans son ensemble, aujourd'hui, cherchent justement à répondre à cette demande sociétale. Et voilà, je trouve dommage qu'on puisse pas tous aujourd'hui avoir le même, non pas peut-être respect, c'est un grand mot, mais cette même réception de notre travail. Mais on aura au moins l'occasion aujourd'hui d'exercer cet échange en toute transparence, je l'espère. Je vais passer donc à une deuxième question, c'est finalement par rapport à la demande du consommateur, c'est quelle est la réponse des obtenteurs? Je me tourne vers Frédérico Rousseau, vous représentez ici donc les obtenteurs de variétés de pommes de terre. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu le tableau des variétés résistantes, puisque c'est notre sujet? Oui, je parle au nom des 4 obtenteurs français réunis au cours de cette association. Donc peut-être un peu expliquer d'abord quel est notre métier de sélectionneur, d'obtention des variétés, comment on fait succinctement. D'abord, il faut intégrer qu'on a un délai d'obtention des variétés qui est pour l'instant incontournable, qui est de 10 ans, entre le moment où on réalise le croisement sexué classique, sans OGM ni autres techniques. Ce sont des croisements sexués classiques entre des géniteurs qu'on juge intéressants parce qu'ils complémentent des qualités qui nous semblent indispensables dans le futur de la variété qu'on obtiendra au bout de 10 ans. Donc c'est quoi ces caractères? C'est bien évidemment des qualités culinaires.
Donc je vous rassure tout de suite, au cours du schéma de sélection que l'on effectue, dès la 4e année de sélection, nous mangeons nos hybrides. Hein, donc ça veut dire que tous les ans, on a environ 600 à 700 tests culinaires, donc sur des hybrides qui sont différents et que l'on estime bons, pas bons, que l'on élimine, que l'on garde et que l'on classifie pour des critères culinaires. Donc je dirais qu'on place très haut tout de suite dans nos schémas de sélection l'utilisation culinaire future de la variété qu'on obtiendra. Donc ça c'est absolument impératif, que ce soit pour le marché de la consommation ou de l'industrie, par exemple. Bon, on ne mange pas les féculières parce que ce n'est pas très bon à manger. Ça nous est arrivé, mais bon, on a vite arrêté. Voilà, donc c'est pour vous dire que cette prise en compte de la qualité culinaire est absolument indispensable et primordiale pour nous. Voilà. Deuxièmement, ensuite, on travaille également pour la production, puisque les pommes de terre doivent être produites. Donc on a tout un système de réseau d'essais multilocaux pendant 5 à 6 ans pour tester en fait nos futures variétés dans des zones de production très différentes, avec sans irrigation, avec des terrains lourds, avec des terrains légers, ce qui nous permet indirectement d'appréhender quelle sera l'adaptation des futures variétés à différentes zones de production et sur différentes années, en espérant qu'il y a des scénarios climatiques qui seront différents une année sur l'autre. Voilà. Donc ça, c'est notre métier de base. Et donc, on a besoin effectivement d'intégrer toutes les caractéristiques importantes pour le développement futur des variétés. Donc, c'est un compromis que l'on fait continuellement, tous les ans, pour juger de l'intérêt en fait de la nouvelle variété potentielle par rapport à tous les critères qui nous semblent importants. Donc la productivité, bien sûr, qui amène quand même quelque part la notion économique après de la récolte. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, que ce soit au niveau du producteur, mais aussi du consommateur. Et après, bien sûr, on intègre de plus en plus ces notions de résistance aux bioagresseurs. Voilà. Donc ça, c'est sans doute plus compliqué parce que c'est un travail de longue haleine qui nécessite ce qu'on appelle un premier travail qui s'appelle le pré-breeding, c'est-à-dire d'obtenir des géniteurs qui possèdent ces caractéristiques de résistance aux maladies, aux pathogènes, et que l'on ne trouve pas forcément dans les variétés qu'on peut utiliser en croisement. Donc on est obligé de faire appel à des ressources génétiques qui sont effectivement intéressantes pour les notions, pour les caractères de résistance. Et ça passe forcément par une implication au niveau recherche en amont avec les gens de l'INRAE pour avoir accès à ces ressources génétiques. Et nous sommes très impliqués en tant qu'obtenteurs sur donc des collaborations avec l'INRAE depuis 1969, donc ça ne date pas d'hier, sur le maintien des ressources génétiques intéressantes au niveau de la pomme de terre et la création de géniteurs améliorés qui nous permettent d'introgresser des gènes de résistance dans du matériel intéressant d'une part pour l'agronomie et d'autre part pour les qualités culinaires. Alors, vous parliez de compromis oui. Entre les différents critères. Est-ce que c'est facile, le compromis? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Alors, c'est notre métier de base. Hein. On travaille avec des compromis que l'on juge tous les ans. Donc, on a un certain nombre d'hybrides que l'on juge sur les paramètres agronomiques, de qualité culinaire et sur les résistances aux pathogènes. Et on se projette sur quel va être le développement futur de la variété potentielle. Donc, on fait un compromis entre tous ces caractères et on estime au bout par exemple de 10 ans qu'on a un hybride, une variété qui semble intéressante pour un certain compromis. Voilà. Alors je pense qu'aussi l'obtenteur doit avoir aussi cette position de prendre un peu de risque. Voilà. Parce qu'on travaille pour l'avenir aussi. Donc on est là aussi pour mettre à disposition des futurs acteurs du développement des variétés qui nous semblent intéressantes, par exemple des résistances, voilà, qu'on n'a pas obtenues jusqu'à présent et qui pourraient être vraiment un plus par rapport pour la production. Alors,
on se pose la question, exemple. un exemple, une variété qui serait vraiment résistante au mildiou, avec une bonne conservation, mais de temps en temps, elle attrape un petit peu de gale commune sur la peau. Alors, que faire, justement? Je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez. Je pense que si on ne veut pas être confronté à un verrou technique, il faut que toutes les parties se remettent en question. Voilà. Autant les obtenteurs, qui c'est leur métier, donc on adapte tous les ans nos critères de sélection pour prendre en compte toutes les demandes. Mais je pense aussi que l'utilisateur final doit quand même comprendre les problèmes techniques qui se posent. Et si on veut vraiment tous aller vers une pomme de terre sans phyto, il faut que chacun fasse un petit peu un bout de chemin pour qu'on arrive à trouver un compromis, justement. Voilà. Donc, et on se pose clairement la question, bon, cette variété, elle a une double résistance, elle semble intéressante, elle se mange, elle est bonne à manger, elle a un bon rendement, mais elle a un petit quelque chose qui fait que peut-être sur l'ancienne grille d'évaluation des variétés, elle pourrait ne pas tout à fait coller. Mais peut-être que ça changerait. Ça serait intéressant qu'on change un petit peu cette vision. Alors justement, Sébastien Lafaille, vous utilisez des variétés résistantes. Comment vous jugez, comment vous établissez ce compromis, la variété résistante et les autres critères? Comment vous gérez ça? En fait, aujourd'hui, les variétés résistantes, ça reste qu'une petite gamme dans toute la gamme des variétés qu'on produit. Et on va dire qu'on est quand même à l'aube de toutes ces variétés résistantes, à notre niveau sur le marché du frais. Hein. On les voit arriver que depuis quelques années. Donc évidemment, elles n'ont pas toutes les qualités aujourd'hui qu'on pourrait attendre pour les mettre en face des exigences du marché du frais telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc voilà, donc je pense que Jeanne, elle pourra le dire aussi. Aujourd'hui, ces variétés, on arrive à les inclure dans des programmes d'agroécologie avec une qualité d'aspect un peu moindre pour le marché du frais, mais on peut pas, enfin, le pas complet n'est pas encore fait. Et l'autre point, c'est que on voit avec les années que la qualité d'aspect rentre dans les critères de sélection, ou en tout cas est rentrée dans les programmes un petit peu après, et on voit une évolution des variétés qui nous sont proposées qui va quand même assez vite. Donc les variétés résistantes n'ont pas forcément toutes les qualités requises? En fait, je me suis peut-être mal exprimé, mais les premières variétés résistantes qu'on a acquises, elles n'avaient pas forcément toutes les qualités d'aspect, elles avaient peut-être des qualités d'adaptation au milieu qui étaient aussi pas toujours très bien, et on voit les choses se corriger petit à petit. Donc on a bon espoir que petit à petit les sélectionneurs vont avancer encore dans leur travail et proposer de nouvelles variétés avec des critères qui seront un peu plus en phase avec ce qu'on peut attendre. Jeanne Schutz, le client de Carrefour, comment voit-il l'aspect de la pomme de terre, etc. Alors, que demande-t-il? Que demande-t-il? Au niveau de l'aspect, on ne le met pas forcément en premier critère. Chez Carrefour, vous avez vu, je l'ai pas cité tout à l'heure. Bon, je vais vous réexpliquer un peu quelle est notre démarche. Donc, comme l'a bien dit Sébastien tout à l'heure, effectivement, on est précurseur chez Carrefour sur le bio. On est d'ailleurs leader. Mais le bio donc a un prix et tout le monde ne peut pas se le payer. Donc, on voit bien qu'on arrive à un certain plafonnement du bio. Et ce que veut proposer Carrefour aujourd'hui avec l'agroécologie, c'est une amélioration en fait de notre cœur de marché. Donc notre cœur de marché, c'est notre filière qualité. Donc en fait, on va essayer de se positionner entre le conventionnel et le bio, en prenant les bienfaits de l'un et de l'autre. Et pour ça, effectivement, on a énormément besoin du variétal. Donc pour l'aspect, effectivement, je pense que le consommateur aujourd'hui est encore assez exigeant. Mais c'est aussi notre rôle en tant que distributeur de faire cette communication et d'éduquer en fait le consommateur sur cet aspect.
Après, pourquoi je vous raconte donc l'agroécologie, c'est que en bio, on se base sur la catégorie 2, alors qu'en agroécologie, on veut se baser sur la catégorie 1, qui est notre cœur de marché, donc notre filière qualité. Et la catégorie 1, donc on se base sur la réglementation et on ne peut pas aller au-delà de la réglementation, qui est que on ne peut avoir, comme vous parliez de la gale tout à l'heure, on ne peut pas aller au-delà de 15% d'endommagement et de taches sur la pomme de terre. Mais c'est bien, on sait bien que la variété parfaite, elle n'existe pas encore. Et c'est notre rôle d'éduquer le consommateur et d'aller vers une pomme de terre qui ne soit plus d'aspect absolument impeccable. Alors, je voudrais qu'on avance un petit peu, effectivement, pas à pas. Le thème global de ce carrefour, c'est quand même bien l'agroécologie, la manière d'y parvenir. Et donc, je voulais me tourner vers vous pour vous demander comment concrètement vous mettez en œuvre cette agroécologie. Alors peut-être Sébastien Lafaille, sur quels critères jouez-vous? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre en matière de variété? On en a déjà parlé, mais en matière d'irrigation, de fertilisation, etc. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour que l'agroécologie se développe? Alors, avant toute chose, hier il a été dit, je m'excuse, je me souviens plus du nom de l'intervenant, qui avait donné la définition de l'agroécologie, puis qui avait dit, voilà, c'est une démarche globale avec une lecture multiple selon le regard qu'on lui porte. Donc ça, c'est ce qui fait la difficulté du sujet de l'agroécologie. Pour autant, quand on a dit ça, le principe de l'agroécologie, c'est quand même de faire bénéficier à nos cultures des leviers que nous apporte la nature. Donc c'est de la laisser faire au maximum. Mais bon, je pense que je vais froisser personne ici en disant que la nature, avec nos cultures, elle n'est pas que généreuse. Elle nous attaque avec beaucoup de bioagresseurs. On a des agressions climatiques qui sont de plus en plus importantes. Donc ça reste un vœu pieux que de laisser faire la nature. Parce que nos sols ne sont pas assez fertiles pour le niveau de production qu'on attend, parce qu'on est agressé, etc. Donc on devra toujours intervenir. Donc après, c'est toute la question de l'agroécologie, c'est jusqu'à quel niveau on se permet d'intervenir. Donc nous, on a fait ce choix-là, Carrefour a fait le même, de réduire au maximum les pesticides, voire de les empêcher dans certaines filières chez Carrefour. Donc c'est avant tout la mise en place de techniques alternatives. Bon, la technologie nous aide beaucoup de ce point de vue-là, avec des matériels qui est de plus en plus assisté, de plus en plus robotisé. En pommes de terre, on a des outils d'aide à la décision qui nous permettent de choisir d'intervenir vraiment au bon moment, au bon endroit, par rapport à des pratiques anciennes qui étaient des traitements systématiques. Donc on a pas mal de moyens à notre disposition. La génétique en est un, et en pommes de terre, c'en est l'un des essentiels, puisque une grande partie de l'itinéraire technique est composée de phytosanitaires. Donc la génétique aujourd'hui nous a permis d'arriver à faire de l'agroécologie, parce que sinon on n'aurait jamais pu le faire. Donc on parle beaucoup de mildiou, mais demain on parlera de taupins, on parlera de parasites et de bioagresseurs qu'on connaît encore pas beaucoup et contre lesquels on devra intervenir, et j'ai envie de dire contre lesquels on sera toujours en retard. Alors, je me retourne à nouveau vers Jeanne Schutz. Concrètement, comment ça se passe entre vous et votre voisin en tant que fournisseur? Comment ça se passe? Cahier des charges, etc., accompagnement? Vous pouvez nous décrire un peu ça? Tout à fait. Alors, je vous parlais un peu effectivement de comment on a montré... au préalable, quand même, vous parlez un peu de notre démarche agroécologie. Donc chez Carrefour, je vous ai dit tout à l'heure que par rapport à la demande du consommateur, on avait décidé de communiquer sur le pilier des intrants. Mais comme l'a bien dit Sébastien, dans nos cahiers des charges, il y a évidemment la gestion de l'eau, la gestion des sols, donc la fertilisation des sols. Il y a évidemment aussi la biodiversité, donc la mise à place de haies, la protection des pollinisateurs, d'outils d'aide à la décision et tout ce qui s'ensuit. Sébastien pourra en parler un peu mieux que moi. Et donc quand on parle agroécologie chez Carrefour, on parle en fait d'une filière sans ID. Donc c'est en fait supprimer donc une partie ou la totalité
des pesticides de la filière. En pommes de terre, donc on a initié la démarche il y a 3 ans. Et effectivement, Sébastien Priméal était, on va dire, parmi les fournisseurs les plus précurseurs de la filière. Donc pour construire la filière ensemble, en fait, tout simplement, on échange. On échange parce que les producteurs, en général, ils ont pris un peu le devant sur nous. Et puis, ils nous disent qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut supprimer? Est-ce qu'on supprime qu'une famille, les insecticides? Est-ce qu'on supprime les fongicides? Ou alors, est-ce qu'on peut, je dirais carrément, supprimer les pesticides? Donc, on a choisi ensemble de supprimer les pesticides de synthèse dès la levée. Donc on a démarré avec un certain nombre de producteurs il y a 3 ans. On démarre, on fait des pilotes, donc pour la première année, on voit si on arrive à obtenir des volumes. Et puis on fait monter nos producteurs d'année en année. Et donc cette année, c'est la première filière que l'on déploie à 100% chez Carrefour. Et donc la totalité de nos pommes de terre sont, alors j'expliquerai pourquoi, mais de septembre à décembre, pour le moment, mais elles sont à 100% sans pesticides de synthèse dès la levée. Et donc, tous nos producteurs sont embarqués dans la démarche. Pour ça, déjà, on leur met à disposition, bien sûr, un conseil technique, des scientifiques que l'on finance. Pour démarrer, ensuite, on s'engage à commercialiser la totalité de la production en agroécologie, donc essayer de valoriser un maximum des calibres. Et puis surtout, on les accompagne, on discute avec eux tout au long de l'année. Moi, cette année, depuis février, je me suis occupée de discuter avec chacun d'entre eux, voilà, pour prendre des décisions ensemble, si jamais il y a des attaques, etc., et qu'ils n'arrivent pas peut-être à maintenir la production jusqu'à la fin en agroécologie. On a aussi un filet de rattrapage, on va dire, si jamais la production n'a pas pu tenir en agroécologie, donc sans pesticides de synthèse jusqu'à la fin. On propose à nos producteurs quand même de commercialiser leurs pommes de terre sous notre marque filière qualité Carrefour, et donc de valoriser quand même la production d'une bonne manière. Est-ce que vous leur proposez un plus financier? Tout à fait. Pour bonne conduite agroécologique? Tout à fait. Alors, ce qu'on demande à nos producteurs, c'est de nous fournir, bien sûr, les cahiers de culture, donc à la récolte, donc de tout ce qu'ils ont pu mettre en production pendant les mois précédents. Et on leur demande une évaluation économique entre la conduite de production en agroécologie et la conduite conventionnelle, que ce soit le coût des produits ou que ce soit la surveillance, car c'est énormément, et on le sait, de surveillance de la part de nos producteurs, de réactivité. Et à partir de ça, on fait en fait une évaluation économique pour les soutenir, et on revalorise la production à un certain pourcentage, on va dire, et qui, selon nos filières, tourne autour à peu près de 15%. Alors, Éric Falloux, vous êtes producteur de plants et de pommes de terre de consommation. Pour vous, comment vivez-vous et comment mettez-vous en œuvre l'agroécologie? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, donc dans le cadre de ma production de conso, je ne suis pas dans un système de production intégré, je vais dire entre guillemets, ou avec un référentiel derrière. Malgré tout, sur cet aspect conso, et je vais prendre un peu une autre casquette, celle du président de la fédération, qui il y a à peu près 5 ans, avait rencontré les représentants des conditionneurs, enfin le président des conditionneurs, et à qui j'avais évoqué cette problématique de nos variétés, enfin des variétés qui sont assez anciennes, je vais dire quand même. Tout à l'heure, on voyait Eden, je ne sais plus quelle année j'ai pas retenu, mais enfin, je vais simplement dire que les premières variétés, ou la première variété que je peux connaître, qui a une résistance au mildiou, elle date de 2008. Donc il y a 5 ans, on était 2013. 2014, 2015, et aujourd'hui on est en 2020. Simplement pour dire que je trouve que le pas de temps a été très long. Alors ça rejoint aussi les propos de Frédéric tout à l'heure, sur le fait que des variétés, les chercheurs, les obtenteurs ont travaillé depuis très longtemps sur ces résistances. Et on en arrive qu'en 2020, je dirais, parce qu'une variété, vous le savez tous, c'est entre 15 à 20 ans de sélection.
pour arriver à une variété, et qu'aujourd'hui on est dans cette difficulté. Enfin, aujourd'hui, peut-être pas, parce que vu ce que j'entends aujourd'hui, c'est que les choses ont bougé fort, mais à ce moment-là, on était dans la difficulté où le consommateur, alors le consommateur, je pense qu'il est un peu à toutes les sauces, il est un peu largement utilisé, je vais dire, et j'apprécie les propos, parce que tout à l'heure on parlait d'éducation du consommateur, et je pense que ça c'est important. Parce que je pense qu'avant tout, c'est la centrale d'achat qui décide et qui va éduquer le consommateur. Et ça, dans vos propos, vous avez évolué par rapport au début de vos propos, à la fin de ce que vous venez de dire, que ça va plutôt dans ce sens-là. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que donc la simple réponse que j'avais eue à ce moment-là, où je m'offusquais justement de la non-utilisation de ces variétés résistantes, c'était de me dire, mais moi, la centrale d'achat, le jour où je lui envoie la plus belle des variétés, parce qu'elle est magnifique, elle brille à tout feu et tout, et qu'après on me demande une variété avec une résistance, justement dans le sens de l'agroécologie, et que cette variété, malheureusement, comme le soulignait tout à l'heure Frédéric, elle a quelques défauts, ou elle a un défaut majeur, c'était la gale entre autres, ou elle a un petit défaut, ah bah oui, mais j'en veux pas de ta variété, tu remballes ton produit et puis tu reviendras avec autre chose. Et je pense que ça, c'est une phase qui m'a toujours un peu dérangé, parce que ces variétés, elles ont une reconnaissance, puisqu'elles sont inscrites pour la plupart dans les listes CEPP, là, de certificats d'économie de produits phytosanitaires, donc elles vont dans le bon sens de l'agroécologie, et je trouve ça dommage que ces variétés-là ne se développent pas plus vite, ce soit qu'un petit marché aujourd'hui de niche, parce que même moi, producteur aujourd'hui, je ne demande que ça. Économiser des produits phyto, ça fait du bien à l'environnement, ça fait du bien à mon portefeuille, il faut le dire aussi. Donc, à partir de là, j'estime qu'on devrait, enfin, ça aurait dû aller plus vite que ça. Bon, ça, c'est mon petit côté conso. Sur le côté producteur de plants, moi, aujourd'hui, je m'occupe d'une structure qui fait à peu près 120-130 hectares de plants, de pommes de terre. On est une dizaine d'agriculteurs. Et ça fait maintenant 3 ans qu'on est passé sur des variétés avec des résistances, des vraies résistances. Donc, on vient multiplier du plant. Tout à l'heure, on en a justement parlé une qui nous rejoint avec la filière Carrefour par l'intermédiaire de Priméal. Donc voilà, je ne suis pas là pour citer variété, mais voilà. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le secteur du plant de pommes de terre, les producteurs de plants de pommes de terre sont aujourd'hui amenés à multiplier des variétés. Alors encore une fois, je trouve trop timidement, mais ça c'est mon point de vue à moi. Mais on est engagé dans ce sens-là, et pour moi aujourd'hui, la production sur les 120 ou 130 hectares représente à peu près 10 à 15% de mon volume de variétés résistantes. Merci. Alors je me tourne vers Laure Ducos. Laure, si vous nous entendez. Je vous écoute. Oui, merci. Alors, que vous avez entendu là, donc sur le plateau, un certain nombre d'initiatives de la part des acteurs de la filière. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que j'en pense? Un peu le statut de l'association qui va juger. Alors l'idée, non, pas du tout. Non, mais que pensez-vous de ces initiatives? Pensez-vous qu'elles vont dans le bon sens? Alors, bien sûr, ce serait parfaitement idiot de dire que ça ne va pas dans le bon sens. Toutes ces initiatives vont dans le sens d'améliorer les choses, d'améliorer les pratiques sur le terrain. Et on discute depuis suffisamment de temps avec Carrefour et les autres enseignes pour savoir que des efforts sont faits aussi pour valoriser certains produits et certaines évolutions de pratiques. Maintenant, moi, je me pose beaucoup de questions. Il y a sur plusieurs choses. Et je voudrais placer ici la question du zéro résidu de pesticides, puisque c'est le zéro résidu de pesticides et haute valeur environnementale, puisque ce sont quand même deux labels qui montent depuis récemment, mais fortement. Sur le zéro résidu de pesticides en particulier, nous, Greenpeace et toutes les autres associations environnementales, nous le rejetons, nous le décrions au sens que on a rencontré des producteurs, ce sont des producteurs eux-mêmes, qui nous ont dit qu'ils étaient capables d'obtenir le ZRP, le zéro résidu de pesticides, en substituant certaines molécules traçantes par des molécules non traçantes. C'est-à-dire qu'ils étaient capables finalement donc de faire évoluer leurs pratiques, mais pas forcément pour le mieux. Ce n'était qu'une question de substitution de produits et parfois au détriment de l'environnement, puisque les produits, les molécules moins traçantes utilisées étaient en fait plus toxiques pour l'environnement ou pour la santé. Donc ça, on ne l'invente pas, voilà, ce sont des producteurs eux-mêmes qui l'ont dit. Dès lors qu'on part de ce constat, nous, on ne peut pas faire confiance à un label comme le zéro résidu de pesticides. Maintenant, alors, je ne sais pas si j'appellerais ça un problème, mais le fait est que le ZRP se vend relativement bien. C'est le retour de toute la grande distribution.
haute valeur environnementale, ça ne parle à personne. Les consommateurs ne comprennent pas, ils connaissent le bio, mais pas le reste. Et le ZRP, ils comprennent qu'il n'y a pas de résidus sur le produit final, et donc du point de vue de la santé individuelle, ça les intéresse. Maintenant, la DGCCRF, donc la Direction générale de la répression des fraudes, a fait des tests encore récemment et a montré qu'il y avait des résidus de pesticides dans des produits labellisés ZRP. Donc en plus de n'être pas fiable en amont vis-à-vis de la toxicité sur l'environnement, ce n'est pas fiable sur le produit fini. Donc nous, vraiment, nous invitons l'ensemble des acteurs à se tourner plutôt vers une valorisation grâce au bio et grâce à des démarches en partenariat avec les enseignes où il y a une valorisation des produits et une communication qui est faite directement sur les étals, dans les supermarchés, mais pas forcément en utilisant le ZRP. Maintenant, bien entendu, si des producteurs font réellement des efforts sur le terrain, si vraiment ils changent leurs pratiques et vont vers du moins de pesticides et globalement des molécules moins dangereuses, si après ça les aide à valoriser leurs produits que d'utiliser le ZRP, on comprend. Mais c'est sûr que nous ne pourrons pas soutenir ce genre de labellisation. Voilà. Et maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi qui n'ont pas forcément été dites à voix haute, mais dans le chat en ligne, sur l'aspect visuel des produits. Et là, je rejoins les différents intervenants qui ont exprimé le fait qu'il y avait un véritable travail à faire auprès du consommateur pour changer sa perception des fruits et légumes, et notamment lorsque les variétés résistantes sont moins jolies. Maintenant, pour en avoir discuté avec Intermarché, leur opération de fruits et légumes moches, qui est citée aussi là dans le chat, elle n'a pas été une réussite. Pour ne pas dire, elle a été un véritable fiasco économique. Donc, on a à la fois, c'est le décalage entre la volonté et l'acte d'achat, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que les citoyens, les consommateurs veulent moins de pesticides, veulent une meilleure protection de l'environnement, une meilleure rémunération des producteurs, etc. Mais après, quand ils se retrouvent devant un produit qui est plus cher ou moins joli, ça s'achète moins bien. Donc là, c'est sûr qu'il y a un travail, et je pense que c'est là que c'est particulièrement important que les acteurs travaillent ensemble, et notamment la grande distribution. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on fait un travail pour essayer d'avoir une meilleure concertation entre les différentes enseignes, pour qu'il y ait un effort qui soit fait, mais au même moment, en même temps, sur certains produits, pour que le consommateur change d'un coup, enfin change en même temps finalement. C'est-à-dire que si on pense que s'il n'y a qu'une seule enseigne qui fait un travail sur l'aspect visuel, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Mais si toute la filière évolue en même temps, alors ça prendra du temps, mais ça pourra évoluer dans le bon sens. Ok. Vous sembliez dire que pour vous, le bio a de l'importance, vous le mettez en importance. Pourquoi faites-vous la promotion du bio? Pour quelles raisons? Alors aujourd'hui, nous, je tiens à dire pour commencer que pour nous, les labels, dans tous les cas, ne sont pas une finalité en soi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la promotion de certification pour la certification elle-même. Maintenant, on considère que le label d'agriculture biologique, mais comme les labels qui sont donc des marques privées plutôt, mais Nature et Progrès par exemple, ou Déméter, sont les labels les mieux disants aujourd'hui sur le marché. Et les autres, pour nous, ils ne sont pas suffisants, ils sont intéressants pour faire comme une première marche finalement entre le conventionnel et le bio. Nous soutenons notamment la haute valeur environnementale auprès de la grande distribution pour que ce label devienne un socle commun. Maintenant, on trouve que la HVE ne va pas du tout assez loin, et pour des exemples très concrets, la haute valeur environnementale permet par exemple l'utilisation de CMR, c'est-à-dire de pesticides qui sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc ça, pour nous, c'est un véritable problème. Maintenant, je le dis tout de suite parce que c'est souvent des questions qui sont soulevées quand on dit ça, l'agriculture biologique n'est pas parfaite. Et c'est pour ça que les labels ne sont pas une fin en soi. Et on sait que le cuivre, par exemple, pose beaucoup de questions alors que c'est utilisé en agriculture biologique. Donc nous, on soutient clairement la baie, c'est sûr, et on espère qu'il y aura encore une amélioration des cahiers des charges. Mais bien entendu, on comprend après qu'il y ait des démarches intermédiaires pour aller vers du mieux. Maintenant, je terminerai là-dessus. On comprend que tout ça prenne du temps. On sait qu'il faut une dizaine d'années pour avoir des variétés résistantes, et on sait que le changement prend des années et des années. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus des années devant nous. Et que là, l'effondrement des insectes, l'effondrement des populations d'oiseaux, décrié dans le monde entier par l'ensemble des scientifiques, et en France en particulier, ben voilà, les résultats sont catastrophiques. Donc là, en fait, si on continue d'avancer, si en fait il n'y a pas une mobilisation très forte des différents acteurs économiques et politiques, parce que là on n'ira pas plus loin s'il n'y a pas plus d'aide au maintien à la bio, etc. Et si on n'a pas un verdissement de la politique agricole commune aussi,
verdissement contre lequel lutte la FNSEA, et c'est bien dommage, mais si on ne va pas vers une amélioration des politiques nationales et européennes, on aura du mal à y arriver et on va avoir un effondrement de plus en plus massif des insectes, de la biodiversité en général, et on sait combien notre agriculture est dépendante de la santé de nos écosystèmes. Merci Laure. Je voudrais qu'on balaye justement cette question du système de production, puisque le bio vient naturellement, sort du débat. Frédéric Rousseau, votre position sur le bio, hein, assez succinctement, chacun des présents ici va s'exprimer là-dessus. Oui, bah écoutez, le bio, je pense que c'est effectivement un débouché pour les variétés et les futures variétés que l'on sélectionne. Après, il faut quand même savoir qu'on travaille sur des caractères qui sont communs absolument à tous les types de production. Ce sont les mêmes caractères quand on sélectionne les variétés, les résistances, les aptitudes à la conservation. Donc, on travaille déjà, en fait, en tant que sélectionneur, sur un noyau de caractères qui sont identiques pour tous les types de production. Donc, c'est pour ça que, pour nous, on ne fait pas trop de différence. Bon, il y a un caractère qui prend de l'importance actuellement, mais c'est vrai aussi pour le conventionnel, c'est la résistance au virus. C'est en train de monter. Tout ça, ce sont des caractères qu'on prend déjà en compte au niveau sélection. Donc pour nous, je dirais que la frontière entre le conventionnel et le bio est en train de s'estomper assez rapidement. Donc on en tient compte et on travaille sur un noyau de caractères qui permettra aux futures variétés de s'adapter à différents types de production. Sébastien Lafaille, chez Priméal, qu'est-ce qu'on pense du bio ? Alors nous, on est producteurs de bio aussi. Bon, ici on parle de pommes de terre, mais on commercialise une large gamme de produits dans lesquels la bio représente entre 8 et 10%. En pommes de terre, on est très en retard. Aude l'a expliqué tout à l'heure. Le marché de la pomme de terre ne décolle pas, même si elle recrute un petit peu mais le marché de la pomme de terre est très en retard. Donc vis-à-vis du bio, c'est un réel segment de marché qu'on travaille activement dans nos exploitations. Maintenant, aujourd'hui, moi je pense que ça s'adresse à une frange de la population qui trouve des vertus dans le bio, à mon avis parfois sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière le bio, mais en tout cas le label est rassurant. Voilà. Mais ça ne correspondra pas à tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde ne voudra pas s'offrir du bio. Et à nous de travailler sur nos productions conventionnelles pour les rapprocher du bio. Donc je rejoins Frédéric Rousseau. Aujourd'hui, nos productions conventionnelles, elles s'inspirent de plus en plus du bio. Dans notre démarche agrilogique, on s'en inspire. Quand on travaille avec Carrefour sur l'agroécologie, on s'en inspire aussi. Donc la frontière va pas s'effacer, mais en tout cas les deux modes de production dans les années à venir vont se rapprocher. Mais je pense que le bio ne sera pas la solution à tout. C'est mon point de vue. Jeanne Schutz, quelle est la part du bio chez Carrefour en pommes de terre ? Alors en pommes de terre, je la connais pas, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Par contre, qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que j'en pense ? Non, mais Carrefour, évidemment, le bio, c'est notre premier cheval de bataille, puisque nous sommes les leaders du bio en France. Mais comme je le disais tout à l'heure, effectivement, donc c'est une ligne de conduite à suivre, c'est un exemple pour la suite de nos projets. Mais effectivement, disons le consommateur, voilà, qui va vers le bio aujourd'hui, il n'est pas monsieur tout le monde, il n'a pas, il faut avoir le porte-monnaie aussi pour aller vers le bio. Et le bio, chez nous, on le développe, mais il plafonne quand même. Et on sait qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Donc effectivement, notre envie aujourd'hui, c'est justement d'amener notre conventionnel vers un meilleur, et puis de se servir de ligne de conduite du bio, mais aussi d'aller plus vite, par exemple, en utilisant justement le variétal, qui n'est pas aujourd'hui complètement utilisé par le bio. Le bio produit des variétés qui ne sont pas forcément résistantes. Et c'est par exemple, on veut se servir de cet exemple-là pour aller plus vite en agroécologie et absolument se servir du variétal. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup besoin d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Après, je peux revenir sur ce que disait Laure. Effectivement, nous, on ne fait pas la promotion du ZRP chez Carrefour.
Tout simplement parce que l'agroécologie, je ne l'ai pas dit, mais chez nous, c'est une obligation de moyens et non de résultats, comme l'est le ZRP. Et une obligation de moyens au champ, c'est donc de ne pas appliquer ces pesticides de synthèse. Et ce qui évite ce dont parlait Laure, donc de substitution de molécules qui ne sont pas repérables aux analyses, etc. Et pour ce qui est du HVE, HVE effectivement est une bonne démarche. En fait, la plupart de nos producteurs sont dans la démarche quand on discute avec eux et qu'on discute agroécologie. C'est bien, on les encourage, mais on n'en fait pas la promotion parce qu'on considère que nos cahiers des charges vont plus loin. Donc ça permet en fait aux producteurs déjà d'atteindre un certain niveau, mais nous on veut les amener plus loin. Donc voilà pourquoi on ne fait pas spécialement la promotion de HVE. Éric Falloux, bio, HVE, qu'en pensez-vous? C'est des modes de production, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction. Chacun choisit son mode. Et je dirais qu'aujourd'hui, le bio n'a d'existence que s'il y a d'autres productions, déjà, d'autres modes de production. Le bio vient toujours en opposition au conventionnel, et je trouve ça dommage. Et d'ailleurs, dans la pomme de terre, je milite très fort aujourd'hui pour dire que sur les créations, sur les variétés issues des créations, on ne doit pas, aujourd'hui, enfin, il n'existe pas une variété bio. Il existe des variétés de pommes de terre avec des résistances, c'est tout ce qu'on parle de variétal depuis ce matin, qui doivent servir à tout le monde. Et aujourd'hui, un producteur, il ait eu son objectif d'aller dans la production bio ou conventionnelle, alors avec des méthodes beaucoup plus respectueuses et tout, on a le même souci. On a besoin de la même variété. Je suis désolé, c'est la même chose. Moi, au jour d'aujourd'hui, je le dis tout à l'heure, des variétés aujourd'hui avec des résistances, on est en développement grâce au marché derrière, mais c'est des choses qui aujourd'hui vont dans le bon sens. Ok, HVE. HVE, oui, tout à fait. Donc ça, pour moi personnellement, c'est une démarche aujourd'hui qui est sur mon exploitation et en cours de construction. Parce que HVE, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, dans une démarche qui va vers plutôt alors c'est pas dans la pomme de terre, mais qui va dans le sens des légumes de conserve entre autres. Donc où aujourd'hui, il y a une volonté de mettre en place cette démarche. Alors avec un HVE, alors et là je vous rejoins, c'est HVE 2, 2,5, 3, 3,5, parce que, alors pourquoi je mets le demi? Parce que normalement c'est un 2, 3, c'est simplement qu'il y a des cahiers des charges qui se greffent derrière, comme Carrefour le fait. Alors après, la difficulté, c'est qu'on n'est pas non plus pléthore de... Alors je pense que cahier des charges pommes de terre sera très spécifique, légumes aussi, mais après si chacun y met sa petite touche ou sa patte, on va se faire des 2,75, des 2... Enfin, je veux dire, ça va être très compliqué pour le monde agricole après de s'y retrouver, quoi. Faut faire attention à ça. Alors, dernier volet de notre table ronde, c'est l'avenir. Et notamment pour l'avenir, comment répartir les efforts entre les acteurs de la filière, sans oublier le consommateur, pour atteindre une pomme de terre sans phyto, c'est notre thème. Alors, Frédérico Rousseau, que faut-il pour que ça se passe bien à l'avenir et qu'on atteigne cet objectif? Bon, je crois qu'il est clair qu'on demande beaucoup, et on demandera beaucoup au variétal. Alors, ce qui est clair pour moi, c'est que le variétal est un levier important, c'est notre métier, hein, mais je crois que ça ne sera pas tout. Donc déjà, pour moi, ce qui est clair, c'est qu'au niveau de la recherche, il faut absolument qu'on trouve une approche intégrative où le levier variétal est intégré. Il ne faut plus qu'on soit dans des travaux verticaux. Il faut absolument qu'il y ait une approche, on peut appeler ça de la protection intégrée, hein, c'est ce que disait Didier dans les anciens projets de recherche. Il faut absolument que chacun amène sa pierre à l'édifice. Il faudra construire des projets de recherche où il y aura du biocontrôle, du variétal, de la prophylaxie, des OAD. Il faut qu'on y arrive, parce que le variétal ne pourra pas répondre à tout. Ça, j'en suis intimement convaincue. Et puis après, dans le côté développement, je pense qu'il est urgent que les obtenteurs, les producteurs et les consommateurs et les metteurs en marché communiquent beaucoup plus pour mieux se comprendre, parce qu'il y aura sans doute des verrous technologiques quand même. Les ressources génétiques qu'on utilise
Déjà, les obtenteurs s'impliquent beaucoup, mais peut-être qu'on ne trouvera non plus pas toutes les solutions dans les ressources génétiques par rapport à des problématiques. Il y aura peut-être d'autres solutions qui ne seront peut-être pas que génétiques, qui seront peut-être plus liées à la production ou alors une autre manière de produire. Moi, j'encourage vivement dans le futur d'avoir des communications beaucoup plus fortes entre le monde de la recherche, le monde de l'obtention, parce que nous, on a besoin aussi de développer les variétés et d'y voir clair au niveau des objectifs. Mais il faut que chacun comprenne aussi les problématiques de chacun pour pouvoir avancer tous ensemble. Au niveau de la recherche, est-ce que vous avez besoin des outils, des nouveaux outils technologiques dont on est privé aujourd'hui ? Écoutez, c'est vrai qu'au niveau de la recherche, quand on fait de la sélection, le premier outil dont on a besoin, c'est les ressources génétiques, dans lequel on va chercher la variabilité génétique pour améliorer un caractère. Donc ça, je pense qu'on s'est déjà très bien organisé au niveau de la filière, puisque en tant qu'ACVNPT, on est impliqué avec l'INRAE depuis 1969 avec des conventions liées justement à le maintien, l'utilisation des ressources génétiques, la fabrication des géniteurs améliorés. J'en veux pour preuve qu'en 2019, on a franchi un pas supplémentaire en créant ce qu'on appelle une PTIV, une plateforme de transfert et d'innovation variétale, financée par les obtenteurs privés. Ça va être un engagement encore plus des obtenteurs vers l'utilisation des ressources génétiques. En tant qu'obtenteur, on est impliqué fortement, vous avez vu, dans tous les programmes de recherche pour comprendre les pathogènes, parce que ça aussi c'est impératif. Pour mieux les combattre, il faut bien comprendre son ennemi, voir comment il évolue pour utiliser les ressources génétiques adéquates. Et on a besoin aussi de la recherche fondamentale pour voir quels sont les nouveaux outils qui pourraient nous aider dans notre sélection. Alors les outils de la génomique, sans que ça soit forcément des NBT, la mutagénèse, on a déjà tout un pan d'utilisation des marqueurs moléculaires qui nous amène vraiment un plus et qu'il faut continuer, et de la compréhension aussi des mécanismes. Et après, bien sûr, une fois que la variété sera inscrite, il faut absolument faire le lien avec la production pour comprendre comment les variétés se comportent dans le temps et dans l'espace. Et là, toutes les nouvelles technologies peuvent nous permettre de s'améliorer au niveau de la compréhension des variétés. Alors, Sébastien Lafaille, dans la perche, là, comment répartir les efforts entre les acteurs de la filière pour aller vers cette pomme de terre sans phyto, notre thème? Mais en fait, moi je pense que le temps est en marche. Quand on aborde la question des variétés résistantes, pour compléter ce que disait tout à l'heure Eric, en fait le travail ne s'arrête pas au jour de l'inscription de la variété. Elle apparaît dans le marché ce jour-là. Et en fait, à partir de ce moment-là, à notre point de vue, tout est à faire. Il faut qu'on apprenne, nous, la variété, il faut qu'on apprenne à l'adapter à nos terroirs. Donc tout ça, ça prend du temps, ça prend plusieurs années. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on la présente à nos distributeurs et nos partenaires. Eux, il faut qu'ils l'essayent, il faut qu'ils vérifient que les qualités gustatives, culinaires qui sont annoncées sont bien conformes à leurs attentes. Et donc, il faut qu'ils la valident. Et en pomme de terre, on a une particularité... alors qui ici nous fait une difficulté, mais qui fait aussi le succès des grandes variétés qu'on a, c'est que nos sachets de pommes de terre, ils portent le nom de la variété. Donc on ne peut pas mettre n'importe quoi dans nos filets. Et ce qui veut dire aussi que ce qu'on met dans les filets, ça a été vraiment validé par les gens qui l'ont produit, par les gens qui veulent la distribuer, et qu'il y a un consensus là-dessus. Alors c'est vrai que quand on arrive avec des nouvelles variétés qui ont des résistances, tout ça, ça prend du temps, et on ne peut pas l'intégrer aussi facilement que si on faisait des poireaux, des carottes, où finalement tout est la même chose. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on constate qu'il y a des variétés qui sont résistantes, alors beaucoup au mildiou, mais aussi on parle de dormance pour les antigerminatifs maintenant. Donc on sait qu'elles existent.
Maintenant, aujourd'hui, on ne les trouve pas dans les rayons de distribution, mais elles arrivent et il faut un peu de temps, mais ça arrive. Jeanne Schutz, même question. Comment répartir les efforts de votre point de vue? Moi, je vais parler pour nous, hein, les metteurs en marché, la grande distribution. Je pense que notre rôle, il est vraiment de communication, que ce soit avec vous, comme vous l'avez bien dit, Frédéric. Il faut qu'on discute, que vous ayez en fait notre retour aussi d'un point de vue consommateur, que vous sachiez ce dont on a besoin. Et puis ensuite, effectivement, que nous, notre rôle, il est avec, comme le disait Laure, les pouvoirs publics, également les ONG comme Greenpeace, il est vraiment un rôle de pédagogie. Il faut qu'on éduque notre consommateur et qu'on l'oriente vers dans cette transition en fait alimentaire. Voilà, principalement, je pense que notre rôle, il est d'être transparent avec tous les acteurs de la filière. Laure Ducos, sur ce point, comment répartir les efforts, oui. Agir sur quel levier, auprès de quelle cible? Quelle est votre position? Beaucoup de leviers ont été cités, mais déjà je peux commencer par dire qu'il y a la part à faire aussi de la part des associations. Et on est nombreuses à le faire. Il y a Génération Future, Greenpeace, France Nature Environnement et bien d'autres. Donc on a aussi, nous, une sensibilisation, une communication à faire auprès du grand public. Et on sait qu'elle fonctionne. On sait que tous les guides de consommation, par exemple, plaisent énormément. On le voit aussi, je pense qu'il y a un vrai travail continu à faire et qui est fait par des applications comme Yuka, MyLabel, etc., qui sont des applications qui ont déjà... été téléchargé des millions de fois, donc par des millions de consommateurs et de consommatrices. Et donc, on voit bien qu'il y a un engouement pour avoir de l'information. Et cet accès à l'information, on se doit, nous, associations, de le faciliter. Maintenant, j'aimerais aussi... il y a un point dont on n'a pas du tout parlé là, lors de cette table ronde, c'est la question des exports et des imports. Les consommateurs et les consommatrices français, bien sûr, doivent faire des efforts. Et il y en a qui sont faits, mais tout le monde n'arrive pas encore à pouvoir... mettre en adéquation la volonté et l'acte d'achat, c'est-à-dire payer plus cher certains produits qui ont fait l'objet d'efforts du point de vue culturel, du point de vue des pratiques agricoles. Et d'autre part, il faut également agir du point de vue de l'exportation. Et je vais citer les traités transatlantiques qui sont une véritable catastrophe pour les agriculteurs et les agricultrices ou pour le monde agricole en général français, mais pas que. J'aimerais aussi le dire parce qu'on parle souvent de tous les dégâts environnementaux, économiques et sociaux que peuvent engendrer ce traité transatlantique, mais j'aimerais aussi rappeler que la France exporte énormément de produits, et notamment des pommes de terre, et qu'il faut faire attention. On a l'impression de voir parfois sur le terrain qu'il y a des efforts qui sont faits pour les filières qualité adressées aux Français, et c'est le cas de la filière qualité Carrefour, mais qui correspond, alors, où beaucoup d'efforts sont faits, mais ça correspond à quelques pourcents seulement des ventes Carrefour. Mais il y a aussi ensuite tout ce qui est exporté. Et ça, là-dessus, il y a beaucoup moins de transparence. Et aujourd'hui, concrètement, les ventes de pesticides en France, elles ont du mal à diminuer, vraiment beaucoup de mal. Alors, il y a des débats sur les chiffres, mais concrètement, même s'il y a une diminution, on n'est pas du tout au niveau, on est très loin de l'ambition des plans éco-phyto, ne serait-ce que pour citer cette ambition-là. Et donc, il y a un vrai travail à faire, à la fois sur ce qu'on vend en France, mais aussi sur ce qu'on exporte, pour ne pas non plus... à la fois créer des dégâts environnementaux en France pour les productions produites en France, et du point de vue de la santé des consommateurs qui pourraient consommer des pesticides sur produits finis à l'étranger. Alors, on arrive au terme de cette table ronde, et comme je vous l'avais demandé à chacun d'entre vous de pouvoir nous dire en une phrase votre mot de conclusion, Laure, je commence par vous, puisque vous êtes en ligne. Alors, une phrase de conclusion sur cette table ronde, ce que vous souhaitez que nous retenions de vos propos. J'espère ne pas passer la première. Non, ce que je retiens, moi, c'est qu'il y a des acteurs à tous les niveaux de la filière agricole, dans tout l'amont, qui ont envie de faire des efforts, qui font des efforts depuis des années déjà et qui continuent de poursuivre leurs efforts. On va toutes et tous dans un même sens, qui est celui de l'amélioration des pratiques, qui était présenté au départ, les 3 piliers, une meilleure prise en compte de l'environnement, de la santé et du social. J'espère fortement que dans les années à venir, il y aura un très fort accent de mis sur ce que les États généraux de l'alimentation n'ont pas réussi à faire,
à savoir obtenir une rémunération plus juste des producteurs, avec notamment un développement du commerce équitable Nord-Nord. C'est quelque chose dont on en peut parler, mais j'espère que ça ira vers le mieux. Et en attendant, nous, les associations, on continuera d'agir comme des lanceurs d'alerte, même si je sais que ce n'est pas toujours apprécié, mais en tout cas, on pense qu'il y en a sérieusement besoin, parce que là, concrètement, la pente qui est prise, en tout cas la direction qui est prise par l'agriculture française, n'est pas souhaitable, et obtenir une agriculture à 2 vitesses, comme c'est ce qui est en train d'être fait, n'est pas souhaitable non plus, parce que notre but, c'est pas qu'il y ait quelques pourcents de consommateurs de bio et que le reste ne suive pas. Et donc, on espère sincèrement qu'il y aura de très très gros efforts de la part de tous les acteurs, associations y compris, pour la suite des événements. Merci. Frédéric Rousseau, votre phrase de conclusion, et je vous demande d'être brefs les uns et les autres. Merci. Voilà, donc je souhaite à mes successeurs de créer de nouvelles variétés. Donc ça, c'est un gros challenge. Simplement, je pense qu'il faut absolument qu'ils ne restent pas dans leur coin et que ça soit absolument une approche intégrative, que ça soit au niveau de la recherche, mais également au niveau du développement. Donc j'incite fortement à conforter toutes ces relations ou les initier, parce que pour voir un peu dans quelle direction on peut tous aller. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est que la variété, il ne faut pas demander tout à la variété. Et il faut que chacun fasse un pas pour résoudre le problème ensemble. Jeanne Schutz, votre phrase de conclusion. Alors, eh bien, chez Carrefour, en 2025, notre ambition est que toutes nos filières soient engagées dans l'agroécologie. Et donc pas seulement engagées avec un pilote, mais que tous nos fournisseurs soient engagés dans l'agroécologie. La pomme de terre, donc c'est la première filière à avoir été déployée à 100%. Et on est déjà extrêmement content de ce premier pas. Maintenant, on a besoin du variétal, forcément, pour augmenter notre période de commercialisation, puisqu'aujourd'hui, on est de septembre à décembre, on aimerait aller beaucoup plus loin. Mais comme vous l'avez dit, il n'y a pas que ce levier, il y a aussi l'innovation. Et d'autres choses, je pense qu'il faut finir par dire qu'on a besoin de communiquer tous ensemble pour pouvoir arriver à cette fin. Merci. Sébastien Lafaille, même exercice. Oui, alors moi, j'ai la chance d'avoir pu travailler dans cette filière depuis 20 ans. Donc il y en a certains qui sont encore plus anciens que moi, mais je constate quand même les progrès qui ont été faits depuis 20 ans. Et aujourd'hui, la réglementation a changé, les techniques ont changé, le variétal a changé. Il y a énormément de choses qui ont changé et qui fait qu'aujourd'hui, les pommes de terre qu'on produit en 2020 n'ont plus rien à voir d'un point de vue qualité sanitaire vis-à-vis des pommes de terre qu'on produisait en 2000. Donc on voit ce que fait la recherche, on voit ce qui va arriver, donc moi j'ai bien confiance que les choses vont encore beaucoup s'améliorer dans les 10 prochaines années. Maintenant, moi je reste convaincu qu'on ne pourra jamais faire sans phyto, on pourra faire avec beaucoup moins de phyto, beaucoup moins c'est sûr, mais on sera toujours, je l'avais un peu dit tout à l'heure, on sera toujours agressé par des choses nouvelles, des parasites qu'on n'a pas vu arriver. C'est pas une assemblée de la filière plan que je vais apprendre qu'on a été fort attaqué par les pucerons cette année, qu'on voit arriver du stolbur qu'on n'avait jamais vu arriver dans nos plaines. Donc aujourd'hui, on n'est pas prêt à tout ça. Donc on aura forcément besoin de traiter un petit peu, voilà, mais beaucoup moins. Éric Falloux. Et juste pour la dernière chose, je pense que le plus gros chantier qu'on a à faire dans les 10 ans à venir, c'est quand même de redonner confiance à nos consommateurs sur la qualité de nos produits. C'est compliqué à expliquer, mais il y a vraiment quelque chose à expliquer parce que ça n'a plus rien à voir. Éric Falloux, un petit mot de conclusion. Eh bien, ce sera un mot. Moi, j'aurais un mot pour dire les choses, c'est pragmatisme. Et pragmatisme vertueux, et je trouve que Carrefour, ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, est dans ce sens, où il n'y a pas d'opposition à quoi que ce soit, il y a vraiment une réalité de terrain qui est relayée par des acteurs de terrain, on est d'accord, mais il y a une réalité, quand je dis terrain, c'est agricole, hein, et derrière, il y a une prise en considération si les choses se passent mal. Voilà, je trouve ça bien. Et à contrario de ça, et à l'inverse de ça, c'est ce qui se passe, et Sébastien vient de le souligner par rapport à l'année qu'on vient de vivre. Alors je vais sortir un peu du secteur pommes de terre, mais c'est le secteur betterave. Et je suis pas là pour parler des betteraves beaucoup, mais c'est simplement ce pragmatisme qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu, enfin,
la campagne passée, on a eu une attaque énorme de pucerons virulifères, aussi bien sur le plan, et d'ailleurs on viendra dans les mois qui viennent à reparler des disponibilités de plants, je pense. Mais sur betterave, c'est ce fait de la perte de production ou de productivité due aux pucerons, donc qui représente à peu près 50 à 60% de pertes dans certains secteurs, et sur lequel on n'a aucun moyen de réaction, et il n'y a pas eu la réaction en amont. C'est-à-dire que le moment où on a su qu'il y avait une attaque, on n'a pas su réagir correctement face au problème. Et ça me stresse énormément. Alors en tant qu'agriculteur, déjà, ce qui va se passer, et c'est pour ça que la filière, à mon avis, betterave réagit fort, c'est que les producteurs se détournent systématiquement de la production. Ils essayent d'aller voir ailleurs, parce que de toute façon, si c'est pour prendre un mur à ce moment-là, c'est pas la peine, ils ne continuent pas. Donc ça c'est la première chose, la première réaction qui va se passer. Et derrière ça, j'ai perdu le fil, ce que je voulais dire. Bon voilà. Donc vous pouvez y revenir tout à l'heure. On va quand même maintenant, d'abord clore ce débat sensu stricto, mais nous avons un certain nombre de questions qui nous sont venues donc en visioconférence. Bernard Quéré va tenter de nous synthétiser ces questions pour le quart d'heure qui nous reste. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup de contributions. On laissera aussi la salle réagir. Donc Yves prendra un micro pour balader pour donner aux intervenants qui veulent prendre la parole. Sur place à Paris. Sur place, oui, pardon. Donc oui, beaucoup de questions, beaucoup de réactions, et surtout autour du consommateur. Donc est-ce que le consommateur est prêt à payer des pommes de terre plus chères, des pommes de terre éco-responsables plus chères? Est-ce que le consommateur ne fait pas l'amalgame entre les défauts des tubercules et un potentiel risque pour la santé? Est-ce qu'il est prêt aussi à accepter des variétés avec une apparence un peu moins belle, on va dire, et notamment les légumes moches qui ont été mis en place il y a quelque temps? Sans succès, paraît-il. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi comment on peut désacraliser la qualité d'un aspect du produit et mettre en avant les qualités environnementales et gustatives? Voilà déjà une première série de questions, mais auxquelles on a essayé de répondre. Mais on peut peut-être redire des choses, peut-être en complément, Jeanne? Oui, effectivement, Laure a bien souligné qu'il y a encore un gros fossé entre le citoyen qui veut une pomme de terre bonne pour l'environnement, bonne pour sa santé, qui soit moins consommatrice en eau et tout ce qui s'ensuit, et la différence entre l'acte d'achat, qui au moment d'acheter, effectivement, il y a toujours ce problème de prix. Donc moi, je pense que aujourd'hui, le consommateur est prêt à payer un petit peu plus cher, mais il y a vraiment, comment dire, on ne peut pas aller beaucoup plus haut, sinon de toute manière on se rapproche du bio, et c'est pas ce qu'on veut faire aujourd'hui. Et puis dans un contexte effectivement de crise sanitaire, je pense que c'est pas maintenant que le consommateur est prêt à payer beaucoup plus cher pour ça. Sébastien Lafaille, un avis en tant que metteur en marché? C'est à peu près le même. Okay, non, de toute façon, on sent bien que les consommateurs sont prêts à mettre un petit peu plus d'argent pour des produits plus éco-responsables. Mais on voit bien par le comportement des achats bio qu'il y a une limite à tout ça, et que ça représente ça. Si on veut que ces produits prennent une grande place sur le marché, il y a des niveaux de prix qu'on ne pourra pas dépasser. Bernard, d'autres questions? Oui, il y avait une question assez précise pour Carrefour. Que représentent les produits Carrefour 0 intrants par rapport à l'offre totale? Est-ce que vous avez une idée? En pommes de terre? Tout produit, je pense. Tout produit. Alors aujourd'hui, on a 38 filières Carrefour. Parmi ces 38, il y en a 25 qui sont engagées en agroécologie. Sur nos filières, je crois qu'il y avait 25% l'année dernière qui étaient donc commercialisés en agroécologie. Maintenant, ça doit représenter beaucoup plus avec notre pomme de terre qui est à 100%. Voilà, j'ai pas de chiffre exact pour cette année, mais en tout cas, voilà, en pomme de terre, on a atteint 100% de notre commercialisation à partir de septembre jusqu'à fin décembre. Voilà, pour l'instant, on n'arrive pas à aller au-delà à cause de la dormance des pommes de terre, mais notre but, c'est bien d'aller jusqu'à avril, mai, et voilà. D'accord, Bernard? Oui, il y avait une question précise pour Laure.
et qu'elle a dû le voir, je pense, dans le chat. Donc un produit homologué par l'État français ou l'Europe ne peut pas être utilisé pour vous, alors qu'il doit, pour être homologué, fournir des études poussées sur sa toxicité et son efficacité. Ces études ne sont pas suffisantes, avec un point d'interrogation, et les produits utilisables en bio sont également régulés par l'État et l'Europe de la même manière. Laure? Pardon, j'ai lu la question en même temps parce que ça a été lu très vite. Alors oui, d'accord. Alors les études pour nous, non, elles ne sont pas suffisantes, très clairement. D'une part parce que les taux, les LMR, donc les limites maximales de résidus, peuvent être rehaussés à la simple demande d'un producteur de pesticides. Donc, si vous cherchez en ligne, vous trouvez des documents publics où la France explique qu'elle a, donc, en tant que pays membre de l'Europe, doublé les LMR de tel et tel produit à la demande de Syngenta. Donc, quand on voit ça, déjà, nous, on se pose la question de la pertinence des limites maximales de résidus en lien avec l'homologation des produits. Et ensuite, il y a quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte dans l'homologation des produits et qui est très problématique à notre sens, c'est les effets cocktails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les AMM, les autorisations de mise sur le marché, elles ne sont faites qu'en fonction de la toxicité de la molécule principale. Mais les effets cocktails sont très très nombreux. Il est impossible de tous les identifier et d'en mesurer l'ensemble des risques. Or, on sait déjà, il y a déjà plusieurs études scientifiques qui pointent les dégâts considérables sur la santé humaine, notamment en termes de cancer dus aux effets cocktails. Donc non, pour nous, ce n'est pas suffisant. Et quand bien même ce serait suffisant, on sait aussi qu'il y a des producteurs des acteurs qui ne respectent pas ces homologations. Et il y a encore eu le cas du déversement de produits toxiques interdits en Camargue il y a quelques jours en France. Donc on est très loin d'avoir résolu le problème de la toxicité des pesticides. Bernard, d'autres questions? Oui, une question pour Sébastien Lafaille. Donc, vous avez indiqué que le marché de la pomme de terre bio ne décolle pas. Quelles sont les raisons? En fait, aujourd'hui, de mon point de vue, c'est pour des problèmes d'aspect. La pomme de terre bio, c'est classé en catégorie 2. Tout le reste du rayon est en catégorie 1, avec des produits qui sont d'un aspect parfait. Donc, il y a un décalage énorme en termes de visuel produit entre l'un et l'autre. Pour moi, c'est ce qui fait la différence. Vous voulez compléter? Jeanne, un complément? Non. Et la chose, c'est qu'on n'est pas capable aujourd'hui de faire de façon régulière des produits de catégorie 1 en bio. Ok. Bernard? Oui, une question assez générale et qui rejoint l'anticipation des besoins de la demande sociétale. Quand on sait qu'il faut près de 10 ans pour sortir une nouvelle variété, comment anticiper les grands changements des besoins sociétaux? Qui s'y colle? Frédéric Rousseau. Je pense que c'est un des piliers aussi de notre métier de la sélection, puisqu'on a toujours accepté cette notion de durée. Clairement, moi je pense qu'une des réponses, c'est la diversité génétique. Voilà. Donc quand on crée des hybrides, on essaye, enfin en tout cas au niveau de notre station, je pense que les obtenteurs de la CVNPT sont identiques. On se doit absolument de créer de la diversité génétique au niveau des croisements que l'on fait, des types variétaux qu'on obtient. Et ça, c'est primordial parce qu'en gardant cette diversité génétique, en la créant, puisqu'on en crée, clairement avec nos croisements sexués, puisqu'avec un croisement, on est capable de générer entre 200 à 300 individus différents. Donc ça, c'est aussi une notion importante. Et pour moi, le maintien de cette diversité génétique est absolument primordial, parce que ça nous permet de garder non pas une vision très étroite de ce qu'il faut actuellement, mais d'avoir un panel de solutions génétiques de types variétaux avec des caractéristiques qui nous permettent d'être assez réactifs sur des débouchés qui apparaissent.
Donc là, on rejoint effectivement cette notion de diversité génétique. Les obtenteurs sont absolument acteurs dans le maintien de la diversité génétique et doivent l'entretenir. Ils s'y impliquent déjà financièrement au niveau de la recherche, mais ils doivent continuer à la créer et à travailler avec. C'est une manière d'anticiper un peu les besoins futurs. Vous voulez réagir à l'autre bout de la chaîne, Oui. la grande Oui, distribution? apporter, Comment anticiper les aspirations du consommateur et les aspirations sociétales finalement? Bien sûr, d'un point de vue consommateur, tout simplement regarder les attentes des jeunes générations. Et notamment, donc, non seulement la santé, le goût, mais en plus on sait que les 18-35 sont très exigeants sur tout ce qui est environnement, ce qui va être zéro plastique. Donc voilà, vraiment analyser ces attentes. Et aujourd'hui, on sait que les 18-35 sont ceux qui consomment le moins de pommes de terre. Donc voilà, regardez vraiment les attentes des jeunes générations. Et je pense que d'un point de vue environnemental, ils seront intransigeants. Et vont-ils encore consommer de la pomme de terre? Si elle est bonne, je pense, oui. Très bien. Une question peut-être dans la salle ici à Paris. Ouais. Christophe Gaucher, donc directeur général de AGPC France. Oui, merci. Je représente une société hollandaise d'obtention et de sélection, mais je représente aussi une partie des autres obtenteurs sur le marché français au travers de Fête des Pommes et puis aussi du GNIS. Donc j'avais une question importante pour Laure Ducos et Jeanne Schutz. Aujourd'hui, on est prêt génétiquement à faire évoluer l'ensemble de nos variétés. On a les gènes de résistance à la fois sur le mildiou, triple résistance, voire quadruple aujourd'hui, sur les virus. Voilà. Il y a un certain nombre de choses qui ne nous posent pas de problème. La seule problématique reste toujours le pas de temps, comme l'a évoqué Madame. Il nous faut à peu près 10 ans pour sélectionner une variété, plus au moins 5 ans pour la multiplier. Donc on est sur un pas de temps de 15. La seule solution aujourd'hui pour aller très vite, c'est les nouvelles, les NBT, les nouvelles technologies d'hybridation, qui sont aujourd'hui assimilées à des OGM. Aujourd'hui, on a un certain nombre de semenciers à penser qu'il existe des techniques très soft, qui ne font que reproduire l'hybridation naturelle. On a parlé de CRISPR-Cas, mais on parle aussi de cystogénèse, d'introduction d'un gène de pomme de terre dans la pomme de terre. Alors, quel est l'avis de ces deux personnes qui ont eu des positions dans le passé assez fermes sur les OGM par rapport à ces nouvelles techniques qu'on pourrait imaginer plus soft? Laure Ducos. Oui, nous avons une position qui est restée la même, qui est toujours aussi ferme. Et pour nous, ce qui s'applique, c'est le principe de précaution. Et tant qu'il n'y aura pas des études sérieuses qui montrent l'innocuité de ces nouvelles pratiques, alors nous continuerons de réclamer ce que nous faisons aujourd'hui au niveau européen, avec l'unité européenne de Greenpeace et les scientifiques avec lesquels nous travaillons, de ne pas utiliser ces méthodes-là. Bien sûr, on n'est pas contre la recherche, on n'est pas anti-OGM en soi, pour la recherche, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, nous ne voulons pas que ces méthodes-là rentrent dans les systèmes de production classiques. L'avis de la grande distribution, Jeanne Schutz? Oui, mais de toute manière, je partage l'avis de Laure. Enfin, on discute beaucoup avec aussi les organisations. Aujourd'hui, on est obligé d'être extrêmement transparent sur ce qu'on fait, etc. Et effectivement, on ne peut pas aller se mettre sous les projecteurs sur des méthodes qui ne sont pas prouvées par de réelles études et qui pourraient être pointées du doigt et dites douteuses. On a une autre question dans la salle. Didier Andrivon, de l'INRAE, IGEP. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une question sur on a beaucoup parlé grande distribution parce que c'est un mode actuel majoritaire de commercialisation de la pomme de terre, mais il y a aussi d'autres types de mise en marché. Et je me posais la question de savoir si les demandes des gens qui achètent via des COP, dans la vente directe, etc., enfin directement aux producteurs, sont les mêmes que celles des gens qui achètent des patates dans leur supermarché, parce que peut-être qu'il y a aussi des débouchés différents pour des types variétaux qui ne seraient pas les mêmes. Sébastien Lafaille, vous avez un avis Merci là-dessus? Didier.
En fait, j'en sais trop rien. On imagine que c'est les mêmes, mais à des moments différents de la semaine, sans doute, où voilà, on voit bien avec les jeunes générations que c'est des générations qui sont très demandeurs de produits plus simples, plus propres. En même temps, c'est des générations qui vont aussi facilement dans les fast-foods et qui n'ont pas du tout la même alimentation. Donc on imagine que c'est les mêmes. Après, évidemment, c'est pas les mêmes produits sur l'un et l'autre des marchés, hein. Mais je ne sais pas quoi la raison pour rajouter. laquelle je posais la question, c'est qu'en fait, il se trouve que dans certains projets de recherche auxquels j'ai pu participer, on travaillait aussi avec des agriculteurs qui faisaient, par exemple, des mélanges variétaux qui vendaient directement à la ferme avec des patates jaunes et rouges qui étaient dans les mêmes panox et que les gens prenaient directement comme ça. Et en fait, l'impression que j'en avais eu, alors, mais ça représente sans doute pas un échantillonnage représentatif, mais c'est que finalement, l'acte d'achat dans ce type de circuit, il n'est pas motivé par la même chose qu'en grande distribution, et qu'il y a peut-être des critères un petit peu différents. Et c'est pour ça que ma question elle peut se poser aussi par rapport à ce que disait Frédéric tout à l'heure sur les mêmes variétés pour tous les types de production. Je ne suis pas forcément convaincu qu'il ne puisse pas y avoir aussi des variétés de niche pour des marchés de niche, quoi. Est-ce qu'on a une réponse complémentaire? Pas vraiment. Non, je voudrais bien, mais... C'est toute l'émergence des circuits courts, en fait, c'est ça. Oui. Bernard, oui, dernière question? Non, c'est une remarque. Il y avait une remarque qui a été précisée dans le chat, mais qui a été aussi évoquée tout à l'heure, notamment par Frédéric. C'est qu'il faut avoir une démarche horizontale entre les filières, entre la recherche, la production, la GMS, etc. Et je voulais simplement dire que c'est bien l'exercice qu'on a tenté déjà de faire ce matin. Donc je remercie vraiment tout le monde d'avoir joué le jeu et tous les participants aussi à distance qui ont remonté leurs questions et leurs remarques, qui sont fort pertinentes et qui permettent aussi de faire avancer le débat.